On est dimanche matin et je viens vous parler un petit peu pour ouvrir ce vlog de la nouvelle édition de On lit des graphiques du 1er au 7 mai. On avait organisé ça avec Angie, Madame Chachali, au mois de janvier et ça avait plutôt bien marché en fait. On avait décidé de faire un vrai challenge en fait du 1er au 7 janvier pour lire des graphiques. Pas que des graphiques, on pouvait intégrer des romans bien sûr, mais c'était une semaine où on en profitait pour lire des graphiques, manga, BD, romans graphiques, voilà, tout ce qu'on voulait graphique. Et ça m'a permis de sortir de ma palle plutôt plusieurs graphiques. Tu vois. Et en fait, moi j'ai l'habitude tous les ans de commencer mon année par un Billy Brouillard, qui est une BD. Et ça fait au moins 5 ans que je fais ça tous les 1er janvier, je lis Billy Brouillard. L'année dernière, j'avais lu plusieurs graphiques. Et je m'étais dit, tiens, ça pourrait être sympa, commencer l'année par des graphiques. Cette année, j'ai réitéré avec Angie, on a fait vraiment un challenge. Et il a été vraiment bien suivi. Et les gens ont dit, ah, vivement que vous en refassiez un autre. J'ai regardé mon calendrier, je me dis, tiens, le 1er mai, c'est un lundi, c'est férié. Et si on le faisait du 1er au 7, ça tombe pour certains pendant les vacances scolaires. Donc je me dis, allez, lançons-nous. Angie m'a dit, ok, carrément, c'est parti. Donc on se lance encore dans une semaine de graphique du 1er au 7 mai. Je suis encore un petit peu prise du nez. Et j'en profite pour sortir des BD et des mangas de ma palle parce que j'en ai encore quelques-uns et que ça va faire du bien de lire un petit peu de graphique en sachant que c'est une semaine de vacances pour nous aussi à Paris. Et c'est une semaine où je suis en déplacement et chez moi. Attendez, il y a le camion poubelle qui passe. Je vous disais donc que j'en profite pour sortir des graphiques de ma palle, notamment la suite de Death Note. Je suis au tome 4, il y en a 6. Je suis à passer... non, pas passer la moitié, pas du tout. Au début, mais je vais le reprendre, le tome 4. Je vais enlever ça. Même pas un marque-page en plus. Ticket. N'importe quoi. Et je vais reprendre au tome 4. Je sais que je dirais pas 4, 5, 6, mais j'aimerais quand même les finir. Parce que ça fait 2 ans que je suis dessus, je crois, et qu'on me les avait offerts. Et j'ai quand même envie de faire honneur à ce cadeau-là et de le finir. En plus, c'est une très très belle édition. Black Edition avec des regroupements, parce que normalement il y a 12 tomes. Et là, donc, c'est 2 tomes en un à chaque fois. Je peux pas vous raconter où j'en suis dans l'histoire, mais Death Note, c'est l'histoire d'un carnet qui tombe du royaume des dieux, les Shinigami, et le dieu de la mort, en fait, laisse tomber son carnet. Et dans ce carnet, quand il note un nom, la personne dont il a noté le nom meurt 1 minute après, ou 5 minutes après, je sais plus, 30 secondes, bref, il y a un truc comme ça. Et ce carnet ne doit pas tomber dans des mauvaises mains, et il tombe dans les mains d'un jeune lycéen qui s'appelle... non, c'est Light. Oui, Yagami Light. Et c'est un brillant lycéen qui va essayer de se servir de ce carnet à des fins d'abord positives pour tuer les personnes, enfin pour éliminer les personnes, les assassins en fait, au Japon. Mais quand même une petite tentation parce que tu as le pouvoir en fait. Donc voilà, c'est génial, c'est extra. C'est une vieille série, enfin je dirais des années 2000. Je sais pas exactement s'il y a une date. Ouais. 2003, voilà, 2003. 2003 parce que c'est le tome 4. Mais vraiment, moi j'adore, j'avais regardé l'animé et le drama aussi. Et le film, il y avait aussi un film. Enfin, non, Death Note, c'est vraiment un gros truc au Japon, une grosse référence. Donc voilà, je vais lire celui-là. Et puis après, j'ai sorti des BD que je n'avais pas pu lire en janvier et que j'aimerais lire en mai. Déjà, hop là, les 2 tomes de Dans la tête de Sherlock, qui est une BD magnifique que j'avais eu pour mon anniversaire. Et dont j'étais complètement tombée amoureuse, puisqu'il y a vraiment énormément de détails. Voilà, je ne sais pas si vous allez tout bien voir, mais il y a beaucoup de choses à lire. On est dans la tête de Sherlock pour résoudre une enquête avec un fil rouge, avec la manière dont il récolte les indices. Là, on va mieux. Voilà. Je l'avais emprunté en médiathèque, puis je me suis dit non, il est trop beau, il me le faut. Donc j'ai les 2 tomes et j'aimerais bien les lire. Bon, vu que je suis en vacances, je vais pouvoir les transporter parce que c'est pas dans le métro, c'est plus pratique. Donc, ces 2-là. Celui-là qu'on m'avait offert aussi, le Paris des Merveilles, c'est Ludivine qui m'avait offert. C'est l'adaptation du livre de Pierre Pével. J'avais lu le tome 1 et j'avais vraiment beaucoup aimé. Enfin, j'avais passé en audio, j'avais adoré. C'est pas ma zone de confort, mais j'avais vraiment, vraiment accroché.
Je ne m'en rappelle pas, je me rappelle juste du chat qui, quand il se pose sur un livre, le lit. Voilà, il s'assoit sur un livre et ça y est, il l'a lu. Ça serait tellement bien. Donc je ne sais pas trop où on va. C'est ce chat-là. Voilà. Mais je pense que c'est une partie du tome 1. Je crois que c'est en 2 parties. Ah oui, voilà. Les Enchantements d'Ambremer, tome 1 sur 2. Donc voilà, on est sur un graphisme classique, j'ai envie de dire. Enfin, pour moi, ça me paraît classique. Il n'y a rien de fou, mais j'ai hâte de découvrir cette histoire, de redécouvrir cette histoire. Pour le tome 1, je ne sais pas quand sort le tome 2, enfin la deuxième partie du tome 1, je verrai ça. Et il y a quelques temps, j'avais reçu, il y a bien 4 ans, peut-être 4 ans, le tome 1 du Château des Étoiles. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'était chez Rue de Sèvres. Je l'avais eu de la part de Vorpaline qui travaillait pour la box, la Cube, et elle m'avait proposé d'en m'envoyer cette box-là avec 2 livres, un roman, c'était quoi le roman? Je ne me rappelle plus, et Le Château des Étoiles. Et j'avais trouvé les dessins magnifiques, juste superbes. Voilà. Il y a plusieurs tomes, il y a plusieurs histoires. Je vous trouve un dessin vraiment... Ah zut, c'est où? Je ne veux pas spoiler. Voilà, il y a des dessins aussi comme ça. Bref, c'est superbe. C'est un peu la conquête de l'espace. Donc là, c'est le tome 1, justement, la conquête de l'espace, 1869. Et j'en avais profité, vu que j'avais beaucoup aimé, pour me prendre le tome 2 de la conquête des étoiles, de l'espace, pardon, 1869 toujours. Voilà, c'est toujours chez Rue de Sèvres. Donc je vais relire le premier tome et je vais lire le deuxième tome. Et je me dis, si j'aime, je me prendrai la suite parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Et je sais que j'avais lu qu'il y avait 2 parties, enfin plusieurs parties, je ne veux pas me faire spoiler. Château des Étoiles, en album, voilà, la conquête. Ah, le volume 3 aussi, mais je crois qu'il y en a plusieurs en fait. Donc voilà, le Château des Étoiles, et ce sera déjà pas mal. Voilà, donc j'ai 5 BD et un manga, en sachant que je vais pas lire que ça puisque je me suis programmé Zola, l'argent de Zola, mais je pense qu'il me fera la semaine en fait des graphiques, parce que je veux vraiment essayer de lire les graphiques. Et puis bon, moi si je lis pas tout, c'est pas très grave, mais reprendre le Château des Étoiles et reprendre dans la tête de Sherlock. On m'a appelé, désolée. Hop, voilà. Donc, à part ça, hier j'étais en librairie, pas pour moi, pour une amie et pour mon fils, pour lui acheter ça. Grosse colère. C'est Louise, l'ivresse de lire des livres, qui me l'a conseillé parce que mon fils a 3 ans et demi et qu'il est en plein dans les colères, dans la frustration, dans je tape, je mords, je jette, je cogne, enfin je shoote dans les objets. Et donc elle m'a conseillé Grosse colère parce que c'est la colère en fait du petit garçon qui va sortir et qui va tout contrôler. Le petit garçon va avoir peur, il va vouloir le mettre dans une boîte. Donc, il va tout casser. Et finalement, il dit « Oh non, non, je veux faire attention à mes jouets » et il le met dans une boîte. Et après, il n'est plus en colère. Donc on va essayer de le faire lire, enfin de le lire à mon fils là cet après-midi pour qu'il essaye de canaliser un petit peu ses émotions. Mais c'est un travail de longue haleine, je pense. Nous ne sommes qu'au début. Voilà. Donc on va essayer avec Grosse colère. Et j'ai acheté des livres pour une amie dont c'était l'anniversaire récemment. Et sinon, j'ai eu donc, vu que c'était la fête de la librairie, un joli petit marque-page, plume, et un magazine. Plume, alors il n'est pas attaché. Là, j'en fais une partie. Il n'a pas d'agrafe en fait. Donc il est à manier avec précaution. C'est un livre sur des plumes, sur des oiseaux, et en lien avec des textes, des très belles illustrations, comme ça. Et un texte en référence avec un oiseau. Là, c'est les inséparables, l'engoulevent, la mésange, le pigeon. Voilà, et à chaque fois, il y a un texte qui va avec. Donc voilà, c'est un très beau recueil de textes. Et avec, il y avait également un petit recueil des oiseaux et des poètes. Petite anthologie composée par Marielle Massé. Je ne connais pas du tout. Je ne l'ai même pas ouvert, pour tout vous dire. Et c'est des poèmes. D'accord, comme un rossignol. Leur chant vous fait rougir. Ok. S'il nous fallait faire ce qu'il faut. Ouais, c'est un recueil de petits textes et de poèmes sur les oiseaux, de toute façon.
Donc voilà. Donc ça c'était pour le petit passage en librairie, pas pour moi. Et sinon au niveau lecture, je sais plus si je vous en avais parlé, j'avais avancé la doublure. Je suis, je vais pas dire à la fin, mais je suis à la page 351 et il en fait 567. Donc il me reste 200 pages. J'espère le terminer la semaine prochaine. Il me reste 7 heures en audio, je crois. Là, j'ai voiture demain. Pas trop dans la semaine, mais je vais quand même essayer de l'avancer. Sinon, je le finirai pendant les vacances. Et comme ça, j'aurai enfin un avis final à vous donner sur ce livre-là. Et j'ai commencé en parallèle l'affaire Alice Crimmins de Anaïs Rénevier. C'est publié chez 10-18. C'est les True Crime de chez 10-18. Il y en a 2 qui sont sortis. Le premier, c'est l'affaire d'une Golden State Killer en vert. Et le prochain, pareil, en juin, l'inconnu de Cleveland. Voilà. Et c'est génial. C'est génial. On est en 1965 aux États-Unis, dans le Queens, avec une mère, donc Alice Crimmins, qui est séparée de son mari parce qu'elle est volage, parce qu'elle voulait voir ailleurs et qu'elle décide de mettre un petit peu à la porte son mari. Et elle a 2 enfants de 4 et 5 ans. Elle se lève un matin, 14 juillet 65, et les enfants ne sont plus là. La porte est ouverte. Ils ont disparu. Donc elle appelle les voisins, tout ça, et en fait, elle appelle la police. Et quelques heures et quelques jours plus tard également, ces enfants sont retrouvés morts. Donc, une enquête est ouverte et puis on va commencer à interroger Alice, à interroger le père, à interroger l'entourage, qui dit que oui, mais Alice, quand même, elle est très volage, elle n'était pas fidèle, elle a plein d'amants. Donc on l'accuse, elle, parce que Eddie, son mari, passe au détecteur de mensonges et visiblement tout ce qu'il dit est vrai. Mais ce n'est qu'un détecteur de mensonges et qu'on ne sait pas l'histoire d'Eddie finalement, ni du lien avec Alice Crimmins. Et donc, étant donné que lui n'est pas coupable, qui l'est? Eh bien sa femme. Donc tout va se tourner vers Alice Crimmins. C'est passionnant, c'est très bien écrit. C'est romancé avec une base de faits réels, mais romancé autour, donc c'est hyper immersif, c'est génial. J'ai déjà lu 60 pages juste hier soir, aller-retour, trajet, gare de l'Est, une demi-heure de chez moi. Donc c'était vraiment, vraiment très plaisant comme lecture. Enfin, c'est très plaisant. Je vais l'avancer aujourd'hui. En vrai, j'aimerais bien finir aujourd'hui, mais peut-être demain sinon. Et en fait, j'aurais dû prendre les 2 tomes au Quai du Polar parce que c'est passionnant. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est bien écrit, je vous les conseille si vous voulez lire du true crime. C'est une histoire vraie, hein, du coup. Et c'était un peu dur, la description des enfants décédés, parce que je sais pas si c'est parce que c'est des enfants ou parce que c'est des faits réels, mais ça m'a fait bizarre. Voilà, c'était juste ça. Mais là, c'est très très intéressant au niveau de l'enquête. Donc voilà, ma lecture en cours. Je vais vous laisser là. Je vous reprendrai demain, je pense. Et comme ça, je vous en dirai un petit peu plus sur l'affaire Alice Crimmins. Nous sommes lundi midi et je vous retrouve avec une petite tisane digestion et je vais faire un petit dodo après, hein, voilà. Mamie est dans la place. La nuit a été en pointillé, un peu courte, un peu agitée, compliquée, mais bon, c'est pas très grave. Alors, niveau lecture, je suis presque à la fin de la doublure de Melissa d'Acosta. En fait, je pensais qu'il me restait plus. Je suis à page 491 et il en fait 550 à peu près, voilà, 560. 5, 7, 567, donc il me reste 70 pages, clairement. Et en fait, je pensais, en fait, sur l'écoute, sur Nextory, parce que j'écoute sur Nextory, je suis à 3 heures de la fin. Donc je me dis, bon, bah, il me reste 3 heures, c'est bien. Et ce que j'ai oublié, c'est qu'à la fin, il y a un entretien avec l'autrice. Donc ça, c'est chouette, parce que je vais peut-être l'écouter aussi. Parce que ça va peut-être m'éclairer sur certains points qui, pour moi, ont besoin d'être éclaircis. Et puis comme ça, j'en saurai un peu plus sur son travail pour ce livre-là. Alors, c'est bien. J'aime bien. Il y a un événement très important qui se passe avec le mari, avec Pierre. Je ne vais pas vous en dire plus, il y a un événement retentissant qui se passe avec Pierre vers la fin du livre. Pour ceux qui l'ont lu, bah, du coup, vous saurez de quoi je parle. Et à partir de là, je me suis dit, ah, ça y est, c'est parti, c'est bon, ok, j'y suis. Et en fait, tout ce qu'il y a eu avant me fait dire, oui, c'est quand même bien construit. Ok, même si pour moi, c'est pas assez sombre, ça va pas assez loin, l'écriture est pas assez incisive, il y a quand même de l'idée, même si pour moi, ça reste de la littérature blanche sous coke, mais c'est pas de la littérature noire pour moi, en fait. Donc, c'est de la littérature blanche avec un
côté sombre, un côté glauque, mais ça reste, ça reste gentil, avec des guillemets, on est d'accord, mais voilà, ça reste comme ça. Donc là, j'attends vraiment de la fin, je me dis, elle a pris une tournure très intéressante, je pense vraiment qu'elle peut aller plus loin, donc j'attends beaucoup, beaucoup de cette fin. Il me reste 70 pages, donc j'aimerais encore un petit événement qui me fasse dire, voilà, ça y est, c'est bon. Mais en tout cas, je suis contente de l'avoir lu, ce ne sera pas un coup de cœur, mais j'aurais découvert l'autrice avec un livre particulier, parce que c'est le premier, je pense, qu'elle publie de ce style-là, avec ce genre de thème-là, c'est pas trop ce qu'elle a l'habitude de faire, j'espère qu'elle le refera, peut-être que je la relirai dans ces cas-là, mais c'est vrai que les autres, tout le bleu du ciel, la menace fantôme, machin, là, les douleurs fantômes, la menace fantôme, c'est Star Wars, hein, je crois. Donc voilà, ça me tente pas trop, mais plus le style de la doublure me tente. Elle écrit bien, peut-être un peu trop descriptif, peut-être un peu trop lisse à certains moments au niveau de l'écriture, mais voilà, globalement une bonne lecture. Donc ça, je vais le terminer là, tout à l'heure, dans la voiture. Et il faut aussi que je termine, mais ça j'aurai pas le temps aujourd'hui, l'affaire Alice Crimmins de Anaïs Renevier. Il me reste 60 pages à peu près, voilà, 70 pages. À la fin, je vous ai pas montré, il y a des cartes pour nous repérer un petit peu dans le quartier de Kew Garden Hills, dans le Queens. Et puis après, il y a une chronologie en fait avec tout le descriptif de toutes les sources, enfin plein de choses. Donc il me reste pas beaucoup, je le finirai demain je pense. Et après, on lit La saison des débutantes, le tome 1 avec Estelle. Voilà, l'affaire Alice Crimmins, très 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 bon true crime, j'aime beaucoup ça. Je regrette de ne pas avoir acheté le deuxième tome, la deuxième enquête en fait, au Quai du Polar. Je pense très sincèrement que ça va aller sur ma wishlist. Et il y a le tome 3 qui sort en juin. Ça, c'était pour les lectures. Hier, je suis allée à un petit salon sympathique sur des petits artistes, céramique, peinture, objets, etc. pour voir Couleur Pastèque, parce que Couleur Pastèque, elle fait de la céramique et des petits stickers, des petits carnets, des trucs comme ça. Un peu japonisant, très japonisant. Je l'avais vu au Renard Café, en fait, pas lors d'une vente, mais j'avais bu en fait mon petit thé dans un bol en céramique d'elle, j'ai trouvé ça trop beau. Et quand j'ai vu qu'elle était pas très loin de chez moi en vente, enfin dans une expo, et ben j'y suis allée et je me suis pris une petite tasse. Regardez comme elle est belle. Est-ce que vous connaissez le voyage de Chihiro? Si vous connaissez le voyage de Chihiro, vous connaissez ce personnage qui n'a pas de visage dans le voyage de Chihiro, qui est ce grand personnage noir qui fait très peur, qui fait peur à mon fils d'ailleurs. Je voudrais que je lui montre la tasse pour savoir s'il a peur, je sais pas. Mais il a une réaction très étrange quand il a vu le DVD, en fait, du voyage de Chihiro. Sur la tranche, il y a le petit bonhomme sans visage. Et il a reculé, en fait. Il a pas aimé. Et c'était assez étonnant comme réaction, ce qu'il a eu. Bon, il a eu peur, donc c'est la première fois que je le voyais avoir peur. Bref, je me suis pris une petite tasse. Elle fait à peu près 25 centilitres. Et je sais pas si vous allez voir... Non, vous n'allez pas voir, faut que je mette comme ça. Ouais. Bref, il y a un petit tourbillon. On voit pas? Ah si, là on voit. Vous voyez un petit tourbillon? Il y a un petit tourbillon. Pièce unique, of course, avec sa marque. Là. Couleur pastèque. Voilà, il est très beau. Il est très beau. Il est en céramique, il passe au micro-ondes, au lave-vaisselle. Si vous avez l'occasion, je vous mettrai sa page. C'est Couleur pastèque, c'est facile. Et elle fait beaucoup d'expos. Elle est à Japan Expo, elle était à Japan Party, je sais plus quoi, au Parc Floral la semaine dernière. Et voilà, donc je suis trop contente. Je lui ai pris aussi deux petites choses très mignonnes. J'ai failli tout acheter en papeterie tellement c'était chou. Un petit sticker pour mon ordinateur. Une petite carte très très belle. Très Japon. Il y en avait 3 comme ça, un espèce de triptyque trop beau. J'ai failli prendre les 3, mais je ne pouvais pas tout acheter non plus. Donc voilà, je vous recommande vraiment si vous aimez le Japon, si vous aimez l'esthétique japonais comme ça, les dessins, la céramique, et ben je vous recommande très fortement d'aller la voir. Et je suis aussi tombée sur une artiste qui fait des tableaux aussi, des peintures. Alors là, je vous mets son nom. Ici, elle a un site internet et je vous mettrai une photo peut-être là. Mais pareil, elle avait en fait, elle a un portfolio sur son site où on peut retrouver tout ce qu'elle peint, tout ce qu'elle dessine. Et en fait, il y a une catégorie japonaiserie, je crois. Et c'est ça que j'ai remarqué. J'ai trouvé ça très beau au niveau des paysages. J'adorais ça. Et voilà, je vous mets son petit nom. Je n'arrive pas à le prononcer. Alès Raslin. Alès Raslin. Voilà, je l'ai découverte. Je vous partage parce que je sais que vous aimez bien les petites découvertes aussi. Donc ça, c'était pour mon dimanche.
Et puis, ma foi, c'est à peu près tout. J'ai reçu... Ah si, j'ai reçu un truc dans la boîte, mais c'est même pas pour moi, c'est pour mon fils. C'est un jeu de loto des éditions Milan. Attendez, je vais vous le chercher. Et je vais même l'ouvrir, comme ça je vous le montre. Ça s'appelle Roule ma poule, le jeu de loto de chez Milan. C'est à partir de 2 ans. Voilà, mon fils a 3 ans et demi, donc ce sera parfait. Alors, je vais vous l'ouvrir, comme ça, vous voyez un petit peu. C'est de 2 à 4 joueurs. Il y a 20 jetons poules et 4 planches de jeu. Donc, ça se joue à 4, entre 2 et 4. Donc, il y a la poule, ma poule toutou, ma poule miaou, ma poule pou, ma poule bouc, ma poule hibou, la poule au doudou, la poule à 3 boules, la poule au tambour, etc. Comme ça, de couleurs différentes. Il y a 4 planches et il y a donc des petits blocs comme ça à découper. Vous voyez que c'est comme ça, donc il faut les casser. En fait, je ne l'ai pas fait, je ferai avec mon fils. Et du coup, faut tirer au sort, je suppose. Choisis la planche de jeu que tu trouves la plus cool, puis pioche un des jetons poules retournés sur la planche, sur la table, pardon. Si le jeton correspond à une des poules sur ta planche, crie « Roule ma poule !» et pose-le sur ta planche, sinon remets-le dans la pioche. Attention, si tu pioches la bonne poule, mais que tu oublies de crier « Roule ma poule !» c'est perdu. Tu remets la poule dans la pioche. Le premier joueur qui complète sa planche a gagné. Bonne chasse aux poules. Voilà, j'ai trouvé ça trop bien pour mon fils. Et ça va demander à un petit jeu de rapidité. Et je pense que c'est bien pour commencer. Voilà, donc vous mettez ça sur la table, vous les découpez tous. Et puis, faut être attentif, c'est un loto, hein, en fait. Donc, voilà, c'est à partir de 2 ans. Et c'est chez Milan, je ne suis pas certaine qu'il soit sorti, mais je pense qu'il doit sortir en mai, peut-être. Mais voilà, Roule ma poule, c'est facile à retenir. Et je pense que ça peut être vraiment chouette. En plus, c'est tout coloré. Donc, merci beaucoup, Milan. Et moi, je vais essayer ça rapidement avec mon fils. Je vais peut-être même dire à mon conjoint d'essayer ce soir, s'il est en forme. Voilà, roule ma poule. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Je vais boire ma petite infusion. Et puis, je vous reprendrai demain pour vous reparler de l'affaire Alice Cremies et peut-être de la saison des débutantes. Et je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous parler de mon manga parce que j'ai fini Nana le tome 1 hier et j'ai commencé Nana le tome 2 hier aussi. Merci à ma médiathèque d'être ouverte le dimanche. C'est les médiathèques de la Plaine Commune dans le 93. Il y en a certaines qui sont ouvertes le dimanche. Et c'est trop bien. Donc je l'avais réservé le tome 2. J'ai pu aller le récupérer parce qu'il était dispo. Et j'ai commencé, donc je suis à la page je sais pas quoi. Parce qu'il n'y a pas trop de pages dans les mangas. 50 je pense à peu près. C'est le tome 2. Nana a rencontré Nana dans le train. Elles partent toutes les deux à Tokyo. Et leurs chemins se séparent après 5 heures de train. Et elles ne savent pas qu'elles vont se retrouver colocataires. Moi, je le sais. Et voilà, c'est très plaisant. C'est du vieux dessin, mais j'aime bien. Donc, c'est une petite nostalgie. Je pense que je vais lire... Je crois qu'il y en a 17. 17 ou 19. Mais il n'est pas terminé, ce manga. C'est la grosse frustration d'énormément de gens. Mais Ayazawa a une maladie inexpliquée. Enfin, voilà. Elle était malade il y a plus de 10 ans. Et elle n'a jamais fini ce manga. Je ne sais plus si l'animé est fini. Est-ce que l'animé s'est terminé? Je crois que l'animé prend une tournure différente du manga. Je ne me rappelle plus. Mais le manga n'est pas terminé. Je pense que ça devient de plus en plus sombre au fil des tomes. Je ne me rappelle plus vraiment, j'avoue. Mais tant mieux, du coup. Je vais pouvoir le lire. Mais voilà, il n'est pas terminé. Donc, grosse frustration. Ça, c'était pour Nana. Et je voulais aussi vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés sous ma vidéo précédente. Merci beaucoup à chaque fois, toutes celles que je retrouve dans les commentaires. Géraldine, Servane, il y a Johanna aussi. Il y en a plein, je vous connais, hein, je sais très bien que vous me laissez beaucoup de commentaires, ça me touche beaucoup à chaque fois. Donc merci. Alors, au niveau des maisons d'édition, il y en a beaucoup qui m'ont cité des maisons de poche, livres de poche, Pocket, 10-18, toutes ces choses-là. Il y en a qui m'ont cité des auteurs, plutôt aussi Stephen King, Abeille Nothomb. Donc plutôt en fonction des auteurs, vous auriez aimé avoir des maisons d'édition à disposition, enfin voilà, recevoir les catalogues de ces maisons d'édition-là. Et puis il y a Charleston aussi qui est beaucoup revenu en maison d'édition. Donc voilà, merci beaucoup pour tous ces commentaires. J'essaierai de trouver une petite question de la semaine. Et en attendant, j'ai noté vos idées pour des vidéos. J'ai 4 idées de vidéos. Une sur King, un top de King, un top des thrillers polars, littérature japonaise, et je sais plus, un autre truc. Mais voilà, j'ai 4 idées de vidéos, donc j'essaierai de vous faire ça prochainement. Et puis d'en mettre une de temps en temps
Peut-être au moment des vacances, je me dis que ça peut être pas mal parce que je vloguerai moins, donc ça peut être une bonne idée de vous mettre ça pendant les vacances. À voir si j'en filme une par exemple cette semaine, et que vu qu'après c'est les vacances, je vloguerai moins, donc je peux peut-être vous caser une vidéo au milieu des vacances, un top, quelque chose. Ça me prend pas trop de temps a priori, donc voilà, ça me fait plaisir aussi de faire des petites vidéos à thème, si ça vous plaît, bah, et si j'ai le temps, bah, je le fais. Voilà, je vous retrouve demain a priori. Nous sommes mercredi après-midi et je vous retrouve dans mon salon ouvert, aéré sur l'extérieur parce qu'il fait beau, il fait bon, c'est un vrai bonheur de voir le printemps ressurgir. Enfin, ça fait vraiment très plaisir, même si ça fait quelques jours que ça s'est installé. On a eu de la pluie et là, voilà, il refait beau, même si je crois que la semaine prochaine c'est un temps pourri. Au moins on profite du ciel bleu, du soleil. Et voilà, vous avez du coup un espèce de jour bizarre, mais tant pis, c'est comme ça, moi je profite au moins de la lumière. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire. J'ai un super unboxing à faire, enfin un super, trois réceptions. Ouais, trois réceptions, je vais les mettre là-bas. Et plein de lectures. Alors, j'ai terminé la doublure de Mélissa d'Acosta. Je vous avais parlé d'un événement avec Pierre, le mari. Et donc, cet événement a été le premier d'une suite d'événements qui m'ont fait dire « Oh my God !» Et la fin, le dernier tiers, vraiment la dernière, il me restait, je crois que je vous avais dit, il me restait 70 pages, quelque chose comme ça. La fin monte en puissance, s'accélère, il arrive des trucs à Evie assez incroyables, coup sur coup comme ça. Et j'ai trouvé ça extra. La fin est juste parfaite. J'ai trouvé ça formidable, hyper bien fait au niveau de la fin. La fin n'avait aucun besoin, ni de plus ni de moins, c'était, plus ça aurait été compliqué, mais ça aurait été, c'était vraiment la fin parfaite, choisie parfaitement pour ce roman. Donc vraiment, je crois que c'est une des fins les plus waouh que j'ai lues. Quand même, hein. J'en ai lu plein, en fait, voilà. En thriller, j'attends souvent le twist final qui me fait dire « Oh, oh !» J'en ai eu pas mal, des twists comme ça, qui m'ont fait dire « Oh, voilà !» Mais c'est vrai qu'en littérature blanche comme ça, avec un roman qui fait quand même plus de 500 pages en grand format, qui est long, qui est lent, qui met du temps à s'installer, même s'il se passe des choses, il y a des longueurs, il y a des choses qui tirent un petit peu dans l'action, toutes ces choses-là. Et là, vraiment, cette fin choisie, je me suis dit, oh la vache, est-ce qu'elle va oser aller jusque-là? Eh oui. Alors, c'est du gros teaser, mais vraiment, si vous l'avez lu, vous savez de quoi je veux parler. Mais quand j'ai mis sur Instagram, ah là là, la fin, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais oui, la fin. J'ai fait, mais oui, cette fin est parfaite. Voilà. Donc, c'est pas un coup de cœur, hein. C'est une très bonne lecture avec une excellente fin. Et j'adore les romans qui me font dire à la fin, ah, merci. Voilà. Donc merci Mélissa d'Acosta. Je n'ai pas encore écouté, enfin j'ai commencé à écouter le début de l'interview sur Nextory et je continuerai de l'écouter avant mon nouveau livre audio. Mais vraiment, bonne surprise. Mon nouveau livre audio, ça sera Un œil dans la nuit de Bernard Minier, qui sera mon premier Bernard Minier et le 9e volet de la série avec Servaz, je crois. C'est pas grave, je sais qu'il se passe un truc horrible à la fin. Voilà, j'aurai peut-être pas toutes les références, c'est pas grave. Peut-être qu'après ça, je lirai Glacé, peut-être que je repartirai du début. Mais voilà, j'ai hâte, il est dédicacé et je vais l'écouter en audio et le prendre en version papier aussi avec moi. En fait, c'est un gros format. Mais vu que j'ai des vacances, je vais peut-être le prendre avec moi et j'alternerai entre l'audio et le papier. Donc ça, c'est pour la prochaine lecture. J'ai également terminé l'affaire Alice Crimmins, de Anis Renevier chez 1018 Society. Excellente lecture, excellente true crime, excellente enquête. Alors, c'est pas méga poétique au niveau de l'écriture, mais finalement, c'est pas ce qu'on recherche. C'est romancé, c'est très immersif, factuel, hyper intéressant. Ce qui arrive à cette femme est dingue. C'est une enquête donc en 1965. Elle est accusée d'avoir tué ses enfants, qui ont disparu en fait un matin, qui sont retrouvés morts quelques jours plus tard, à quelques jours d'intervalle et dans des lieux différents. Et d'ailleurs, à la fin, il y a une carte, il y a deux cartes, une carte des quartiers de New York et une carte du quartier de Kew Garden Hills, avec l'emplacement du cadavre de Missy, l'emplacement du cadavre de Eddie. Donc ils sont à, alors 1 et 3, il y en a un qui est là, et l'autre qui est là. C'est quand même une distance. D'ailleurs, je me rappellerai toujours de ma prof d'histoire géo, qui m'avait dit que quand on fait une carte, on met une échelle.
il n'y a pas d'échelle. Donc je ne me rends pas compte de la distance. Et ça m'agace. Voilà, donc il n'y a pas d'échelle, mais bon, j'imagine qu'on est à quelques rues. La maison, l'appartement d'Alice Crimmins, le commissariat, tout ça. Donc on a vraiment l'immersion totale avec ces cartes-là. On a à la fin une chronologie avec des sources que je n'ai pas encore lues, mais on est donc en 65. Alice Crimmins est accusée d'avoir tué ses enfants. Elle est séparée de son mari, accusée d'être un petit peu volage, elle aussi, enfin elle, pas le mari. Malheureusement, le mari passe au détecteur de mensonges et réussit l'épreuve du détecteur de mensonges. Donc on se tourne vers Alice Crimmins. Elle va être jugée, elle va être emprisonnée, elle va être libérée parce qu'il y a des erreurs dans son dossier. Puis, il va y avoir un nouveau jugement, puis elle va être transférée dans une autre prison, puis elle va être libérée. Enfin, mais ça devait être psychologiquement horrible, horrible, je pense, à vivre. Et bien sûr que c'est pas la seule enquête, bien sûr que c'est pas le seul dossier de ce genre-là, bien entendu. Mais là, pour avoir lu ça, je me suis dit, ah la vache, mais quelle vie, quoi, c'est incroyable. Et on avance dans le temps, et ça continue jusque dans les années 70. Et des années après, il y a des témoins qui viennent en disant, au fait, j'ai peut-être vu ça la nuit du 14 juillet. Voilà, enfin, c'est sans fin. Et finalement, à la fin, on est en 2022. Et on cherche Alice Crimmins. Voilà, peut-être qu'on la trouve, peut-être qu'on la trouve pas. Mais son mari est décédé, je sais plus qui d'autre, son amant est décédé, enfin voilà. Le temps avance et voilà. Et les meurtres finalement, ne sont pas résolus. C'est des affaires en fait non résolues, hein, ces bouquins-là. L'autre aussi, le serial killer du Golden Gate, ou je sais plus quoi, c'est pas résolu. Donc c'est passionnant, vraiment. Mais il y a une petite touche de dire, ah, mais alors c'est qui? On ne saura jamais. Et c'est de surprise en surprise parce que finalement ils n'ont pas les éléments. À l'époque, l'ADN n'était pas identifié de la même façon. Enfin, et puis on va dans une salle des archives à un moment donné où on trouve des vêtements des enfants et qui ne sont pas manipulés avec des gants. Donc finalement, les traces, tout le monde les a touchés, ces vêtements. Donc on ne peut pas retrouver les traces d'ADN sur les vêtements. Et il y a une frustration extrême de se dire, mais je veux savoir. Mais l'histoire ne saura pas. Et c'est génialissime. Voilà. C'est pas grave que vous sachiez pas que l'affaire n'est pas résolue, puisque de base, si vous savez que c'est des true crime et que c'est des affaires toujours en cours, vous savez que l'affaire n'est pas résolue. Mais vraiment pour le dossier, pour la recherche de l'autrice, enfin de la reporter journaliste qui a fait ce bouquin-là, pour le rocambolesque de cette affaire, lisez-le parce que vraiment c'est passionnant. Très vite, il fait 185 pages, vraiment. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'acheter le deuxième et d'acheter le troisième. Il est où? Là, début juin. Voilà. Voilà, ça c'était fait. Ensuite, j'ai commencé la saison des débutantes de MC Beaton. C'est le tome 1 avec Felicity, l'intrépide. Alors là, on est avec deux sœurs jumelles, Effie et Ali. Non, Amy. Amy et Effie Tribble, qui habitent à Londres, je crois. En Angleterre, en tout cas. Et en fait, leur mère vient de décéder sans rien leur laisser. Et elles décident de faire valoir leur... comment dire leur physique et leur connaissance pour élever des jeunes filles aux bonnes manières. Voilà. Des jeunes filles un petit peu rebelles, qui veulent être rebelles, mais qui doivent avoir la vis un petit peu resserrée. Donc on les embauche dans une famille avec Felicity. Je pense qu'on est dans les années 1800 quelque chose. Parce qu'on est avec les bonnes manières, avec les bals, avec l'introduction dans des soirées mondaines, tout ça. Donc voilà, je pense qu'on doit être au 19e. C'est assez drôle. J'aime bien le personnage de Felicity qui est un peu rebelle. Et bon, ça se lit comme un MC Beaton, ça se lit bien, voilà, il n'y a pas de souci. Je trouve que ça se rapproche un petit peu des chroniques de Bond Street, dans l'esprit, plus que de Agatha Raisin et Hamish Macbeth. Mais je n'ai pas lu Lady Rose et je pense que ça peut vraiment se rapprocher de Lady Rose, si vous l'avez lu. J'aimerais bien les écouter parce que avec Albin Michel, on prépare un événement autour d'MC Beaton au mois de juin. Donc je vous en reparlerai en temps voulu, mais sachez qu'il va se passer quelque chose au mois de juin avec Albin Michel et MC Beaton et l'œuvre de MC Beaton. C'est pour ça aussi que je me mets un petit peu à jour dans ces œuvres-là, pour avoir un panel quand même un peu plus large de ce qu'elle a écrit. Et j'ai les 2 tomes, donc je ne sais pas quand je lirai le tome 2, mais au moins celui-ci sera terminé demain, parce qu'il me reste rien du tout, 50 pages. Il se lit bien, je l'ai commencé hier soir. Hein. Voilà, j'ai lu 200 pages entre hier soir et cet après-midi. Donc c'est plaisant, c'est léger, c'est drôle, c'est
Voilà, c'est un petit MC Beaton qui passe très bien. Donc j'ai hâte de le finir pour avoir le fin mot de l'histoire parce que là, bon, il y a peut-être des ficelles un petit peu faciles, mais en même temps c'est un peu ce qu'on cherche de toute façon dans ce genre de lecture. Ça passe bien et j'aime bien, voilà. Pour la prochaine lecture, eh ben, je sais pas, parce que j'attends Estelle. Alors, elle n'a pas reçu, elle, le Agatha Christie du Cherche Midi que moi j'ai reçu. Donc, soit on se lance dans celui-là, soit j'attends un roman que je dois lire. Et dès que je le reçois, je vais le lire. Donc, tout peut basculer. Et sinon, bah, je ressortirai. Bah, sinon, non, je vais avancer peut-être un œil dans la nuit, version papier, dans ces cas-là. Ça sera pas mal. Mais il est gros dans les transports. Quoique demain, j'ai pas un gros sac, donc je peux peut-être le mettre. Organisation livresque. Donc voilà pour les lectures. En ce qui concerne les réceptions, j'ai été contactée par les éditions d'Alva. Regardez cette carte magnifique de La Sauvage, je crois. Le titre, c'est La Sauvage. Ou Sauvageresse, je ne sais plus. Donc c'est Céline de d'Alva qui m'envoie 2 livres. Parce qu'elle est venue me voir et elle a vu que dans la librairie Majo, j'avais parlé d'un des livres, grâce à Alexia aussi, ma page lecture, Le patriarcat des objets. Donc elle m'a proposé de me l'envoyer. Voilà, Le patriarcat des objets de Rebecca Handler. Pourquoi le monde ne convient pas aux femmes. Il est écrit petit, il fait 300 pages à peu près. Mais Alexia m'a dit qu'il était passionnant. Et il m'intéresse vraiment. Vous savez, quand je vous ai dit que je lisais beaucoup d'ouvrages féministes généraux, et que j'avais envie de cibler un peu plus ce genre d'ouvrage, ça fait partie de ce genre d'ouvrage que j'ai envie de cibler. Donc là, on est traduit de l'allemand. Très bien. Donc, dans notre monde, l'homme est la mesure de toute chose, littéralement. Malheureusement, cela entraîne des désagréments pour au moins la moitié de l'humanité. Qui d'un homme ou d'une femme aura le plus de chances de survivre à un accident de voiture? Ça, je le savais, je l'avais lu, je crois. Je ne sais plus si c'est dans Les couilles sur la table ou Lorraine Bastide présente. Mais en fait, les voitures sont faites en fonction des mannequins hommes. Vous savez, pour les accidents avec la ceinture, c'est en fonction des mannequins hommes. Donc là, le gabarit n'est pas celui d'une femme, c'est celui d'un homme. Donc c'est pas forcément adapté. Qui aura accès à des médicaments adaptés à son organisme et à sa morphologie? On en parle de la pilule. Pourquoi considère-t-on certains sports comme masculins? Pour qui une ville est-elle construite? Pourquoi les femmes ont-elles plus souvent froid dans les bureaux? Pourquoi les vêtements féminins sont-ils avant tout beaux et ceux des hommes pratiques? En quoi les uniformes des policiers, des pompiers, le matériel agricole, les sièges des pilotes d'avion rendent-ils ces professions plus difficiles d'accès aux femmes? Rebecca Handler, dans cet essai lumineux et percutant, nous invite à ouvrir les yeux sur l'histoire de toutes ces choses qui rendent au quotidien le monde inadapté aux femmes. Parce que pour avancer vers l'égalité, il faut aussi savoir prendre en compte nos différences, loin des stéréotypes. J'ai hyper hâte. Bon alors, il est vraiment écrit petit, hein, petit. Mais c'est pas grave. C'est un essai, ça rentre pas dans la palle. Hein, c'est Dalva qui m'a dit ça au moment de me l'envoyer. Donc, non, je ne mets pas, effectivement, je ne vais pas le mettre dans la palle, celui-ci. L'autre, oui, parce que c'est un roman. Et là, on a une préface inclusive. C'est la première fois que je vois une préface inclusive. Donc, je suis très curieuse. Très curieuse de lire ça. Merci beaucoup Dalva pour celui-là. Et le deuxième, c'est Mes hommes de Victoria Kieland, qui est traduit du norvégien. Oh, Mag, si tu passes par là, pour ta carte des auteurs livre addict. Donc, traduit du norvégien par Jean-Baptiste Courceau. Alors, Dalva a pour objectif de proposer des ouvrages écrits uniquement par des femmes. Voilà, comme ça vous avez là le trait d'édition de la maison. Belle Gunness est l'une des premières tueuses en série de l'histoire. Née Brunhild Storseth en 1859 dans une famille modeste de Norvège. Elle devient fille de ferme avant d'émigrer vers l'Amérique où elle assassinera plus d'une quarantaine de personnes, essentiellement des hommes. C'est son incroyable destinée qui est au cœur du roman de Victoria Kieland. Celle d'une femme que les injustices de classe, la quête d'amour absolu et l'austérité religieuse font basculer dans la folie meurtrière. Du Chicago à la fin du 19e siècle à l'Indiana, elle va leurrer puis tuer ses maris, ses propres enfants et de nombreux hommes d'origine scandinave fraîchement débarqués aux États-Unis qu'elle séduit par l'intermédiaire de petites annonces. Waouh! Au fil d'un texte ciselé, charnel, aux très beaux élans poétiques, l'autrice fait corps avec les tourments de Belle, son appétit érotique, son insatiable besoin d'être aimée et le poids de la culpabilité luthérienne qui la poursuivent jusque dans ce nouveau pays où elle espère, comme tant d'autres, se réinventer. Ça a l'air passionnant. Ça a l'air passionnant. Franchement, alors il est court celui-là. C'est juste de la biographie, donc il n'y a pas de dialogue du tout. Et il fait 200 pages. Ah, non, un peu plus, parce qu'il y a un dernier chapitre.
215, 17, 219 pages. Franchement, j'ai hyper hâte. En vrai, je pourrais le lire là, demain. Oh, il a l'air trop bien. En plus, il vient de sortir. Regardez cette couverture, je la trouve trop belle. Trop, trop belle. Ils ont une charte graphique comme ça, avec cette diagonale-là, pour tous les ouvrages. Et franchement, j'ai trop hâte. Merci beaucoup, beaucoup d'Alva. Écoutez, je vous recommande. Je les ai pas lus, mais je pense qu'ils sont bien. Alors, sinon, j'ai reçu un petit colis fait maison. Vous vous rappelez la librairie que j'ai inaugurée? Non, où je suis allée pour l'inauguration la semaine dernière avec l'Iconoclaste et les arènes. J'ai eu un petit paquet. Le repère des dévoreurs de livres. Oh, trop bien. C'était les petits paquets mystères, en fait, qu'il y avait là-bas. Et donc, oh, j'ai un petit livre. Oh, mais j'ai plein de choses. C'est trop chouette. Oh, ah mince, c'est... mince. Des petits marque-pages. Ah. Fait maison. Au 24 rue Jacob dans Paris. Le repère des dévoreurs de livres. J'en ai 2. Et j'ai des petites cartes aussi. Petites cartes de fidélité. On ne se serait pas déjà lu quelque part. Avec un petit système de cartes. Et pour 10 livres achetés, on a un cookie offert. Voilà, si vous allez dans la librairie. Avec fait maison. Ici, c'est le repère des dévoreurs de livres sur place ou à emporter. Venez goûter des livres fait maison. Ici, les autrices et les auteurs sont accompagnés avec soin et les manuscrits infusent pendant des mois. Ici, à chaque mois, ces nouveautés, arrivées encore chaudes de l'imprimerie ou délicatement sorties de nos réserves. Ils sentent bon l'encre et le papier. Ils n'attendent plus que vous pour vivre leur nouvelle vie. Trop bien. Ah bah 13 avril. Bah oui, c'est parce que j'avais l'invitation, la crémaillère. Notre adresse secrète. Moi, je sais l'adresse du coup, maintenant vous la savez aussi. Ah, L'homme chevreuil de Geoffroy Delorme. Peut-être que vous l'avez déjà vu passer. Donc, c'est le nouveau de chez Proche, en poche. Et donc, nous sommes... Oh, que c'est beau. C'est des petits bambis. Enfin, non, c'est pas des bambis, mais... Il est illustré, du coup, oui. Tout à fait... Oh, c'est beau, ça. Illustré. De petites images. Et donc nous sommes sur un livre de 240 pages. À la fin de l'adolescence, Geoffroy Delorme s'est réfugié dans la forêt. Pendant 7 ans, il n'a eu ni tente ni abri, pas même un sac de couchage. Pour survivre, il suit l'exemple des chevreuils. Il adopte leur comportement, apprend à se nourrir, à dormir et à se protéger comme eux. Il acquiert une connaissance unique des chevreuils et de leur mode de vie. Il les observe, les nomme, les photographie et communique avec eux. Il apprend à partager leurs joies, leurs peines et leurs peurs. Aujourd'hui, il raconte. Il est photographe et conférencier, donc je pense que c'est ses photos. Et L'Homme chevreuil est son premier livre. En quelques mois, le récit de son aventure devient un véritable phénomène avec plus de 100 000 lecteurs conquis. Eh bien, merci beaucoup à à Édition Collection Proche, Poche, pour cet envoi. Franchement, ça doit être trop intéressant. Ça doit être hyper nature, en fait. Bah oui, c'est nature, ça c'est clair. Nature Writing, donc c'est une sorte de biographie, je pense, de ces 7 ans dans la forêt. Quelle aventure, c'est fou. Merci beaucoup, beaucoup fait maison, merci Collection Proche, merci l'Iconoclaste, merci les arènes pour ce joli petit colis. Ensuite, pour terminer, j'ai reçu un livre des éditions Plomb, que je n'attends pas. Sophie Salabachou, mon inavouable. Oh. Il sort le 4 mai. Jolie couverture. Court. Ah oui, court. 280 pages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'autrice est ingénieure du son et travaille dans la production de documentaires audiovisuels. Elle est docteure en anthropologie sociale de l'université Paris-Descartes. Premier roman, trop bien. Alors, 2 jours avant son 33e anniversaire, une jeune femme s'apprête à vivre sa première insémination artificielle en même temps qu'une rencontre avec un homme mystérieux. Elle va alors remettre en question toute la vie qu'elle s'était construite. Son mari, son métier, sa famille, sa maternité, la vision de son futur, son rôle de femme. Pendant 9 mois, elle rentrera dans une passion adultérine avec celui qu'elle ne veut pas nommer, son inavouable, de peur de le faire exister, afin de comprendre qui elle est, ce qu'elle veut devenir et surtout ce qu'elle ne veut plus être. Dans ce roman où l'amour survient comme une déflagration nécessaire, Salabachou
nous raconte le combat d'une femme avide de liberté. Waouh, je n'ai pas du tout vu passer ce roman, mais ça m'intrigue beaucoup. Et donc il sort le 4 mai aux éditions Plomb. Il est assez court et je pense qu'il doit être très très intéressant. Voilà, si vous êtes intéressé. Rendez-vous le 4 mai en librairie. Voilà, ça y est, j'ai parlé presque 20 minutes, mais j'avais pas du tout eu le temps hier. J'ai eu une énorme journée, aujourd'hui aussi. Donc voilà, demain je vais avancer ma lecture et je vais voir si je commence Mes Hommes et, ou pas. Ou le Bernard Minier. Et vendredi, normalement, je filmerai le salon L'Autre Livre, parce qu'il y a un salon du livre au Palais de la Femme pendant le salon, enfin le Festival du Livre de Paris. Mais je ne veux pas aller au Festival du Livre de Paris. Donc je vais privilégier ce petit salon de maison d'édition indépendante, librairie indépendante et auteurs pas trop connus. J'ai juste vu que dans les maisons d'édition, il y avait Aux Forges du Vulcain, qui est connu. Et donc c'est un petit salon dans Paris qui a lieu donc vendredi, samedi, dimanche. Je pense que quand vous verrez ce vlog, malheureusement ça sera terminé, mais je mettrai des photos aussi, je pense, en story. J'en ai déjà mis, j'ai déjà fait un peu de pub par rapport à ce salon-là. J'y étais allée, je crois, il y a 3 ans, il me semble. Mais là, je vais y retourner et j'ai très envie. Alors, je suis en aubaine. Courage, Florence, courage. Je suis en aubaine, je suis en aubaine. C'est dur, mais voilà, je vais essayer vraiment de rien acheter du tout, de juste découvrir, de prendre des photos, de noter des titres au moins, et de me dire, voilà, wishlist, 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 point. Mais en tout cas, je vous parviendrai des petites images, je vous ferai venir avec moi. Et je crois que je vois quelqu'un aussi avant de voir ce salon, donc voilà, je vous montrerai tout ça. J'arrive plus à parler, je suis toute bouchée. Je vais m'arrêter là, je vais aller chercher mon fils et je vous retrouve demain, a priori. Bonjour tout le monde, nous sommes jeudi matin, je vais partir bosser, mais avant j'ai fait plein de trucs, j'ai fait des photos Insta parce que je suis à la bourre dans mes photos Insta, je suis assez contente de ce que j'ai fait, là j'ai fait pour la doublure, D'où les poupées que je vais mettre ensemble parce que c'était 2 petites déceptions, l'art du meurtre aussi, et puis ma palle graphique pour On lit des graphiques début mai. Voilà. J'avais envie de vous prendre parce que j'ai pas continué la saison des débutantes, mais j'ai changé un peu mon programme. Je vais commencer aujourd'hui Mes Hommes après ça. Je le lis en lecture commune justement avec Alexia, ma page lecture, qui l'a commencé elle quand j'ai mis sur Insta. Elle m'a dit ah bah tiens je l'ai commencé, si tu veux on lit ensemble. Ok, c'est parti. Vu qu'il est court et qu'il fait 200 et quelques, 217 pages. Il va me faire aujourd'hui, demain, probablement samedi, je l'emmènerai en vacances, c'est pas un souci. Et du coup, comme ça fait plus 1 moins 1 dans la palle, c'est parfait. Je dois recevoir un autre roman aujourd'hui, demain, j'espère. En vrai, j'espère cette semaine parce qu'après je pars et du coup ça va être compliqué parce que c'est un roman que j'avais envie de lire avant qu'il sorte. Il sort le 3 mai, voilà, pour vous donner une idée. J'aurais voulu lire avant, donc j'espère le recevoir avant. Et puis sinon, je lirai Un œil dans la nuit que j'avais prévu de Bernard Minier. J'alternerai entre audio et papier. Et je voulais vous parler aussi d'une booktubeuse que j'aime beaucoup, qui ne lit pas forcément la même chose que moi, mais à chaque fois que je regarde ses vidéos, je me dis qu'elle en parle tellement bien de tous les livres qu'elle lit, qu'elle me donne envie de tout lire. C'est Margorito. Je pense que peut-être certaines d'entre vous la connaissent. Je vous recommande vraiment d'aller voir sa dernière vidéo. C'est ces 6 livres qu'elle a adoré et qu'elle vous fait aimer. Et vraiment, ça marche du tonnerre. Alors, elle parle du psaume pour les recyclés sauvages. Elle n'a pas trop accroché. Mais elle en parle bien, elle en parle super bien, même les livres qu'elle n'a pas trop aimés, elle en parle hyper bien. Elle utilise les bons mots, les bons termes, les bonnes tournures de phrases, ça bégaye pas, il n'y a pas de il n'y a pas de... Voilà, Margorito, elle est vraiment au top booktube pour moi. J'ai beaucoup de respect pour elle et c'est vrai que on lit pas forcément les mêmes choses, mais j'ai plaisir à la regarder, à regarder ses vidéos, donc je vous conseille aussi. Parmi les booktubeuses que je suis, vous connaissez Estelle, Maganji, tout ça, il y a Louise aussi, il y a Pascal, il y a Sophie, il y a... Margot, bien sûr, Margot liseuse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'en ai plein. Jeannot ce livre. Je vais pas toutes vous les mettre, mais n'hésitez pas à me redemander en message privé si vous voulez. Et puis voilà, donc Margorito, si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir ses vidéos. Et moi, je vais aller me préparer, étendre mon linge et partir bosser avec 2 bouquins, mais mon sac est pas trop gros et les bouquins sont pas trop lourds, donc tout va bien. Hier soir, on était devant la télé avec mon conjoint en fond. On regardait un reportage sur les mangas, le cosplay,
le Japon, tout ça, ça m'a donné envie de continuer Nana. Et d'ailleurs, il y avait des extraits de Nana qui étaient montrés dans le reportage, comme quoi, voilà, c'est la référence en fait au niveau manga. Donc j'ai réservé les tomes 3 et 4 à la médiathèque. Ils sont arrivés, je vais essayer de les récupérer peut-être pour les lire en vacances, mais j'y crois pas trop. Et puis je pense que je vais continuer cette saga jusqu'au tome non terminé. Mais j'ai dans ma bibliothèque manga 2 notebooks, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, ces 2 notebooks, il y a le 7.8, c'est le Premium Fanbook, où il y a tout sur les personnages, où il y a des dessins, où il y a des questions, il y a une interview, je crois, de Ayazawa, il y a plein de choses. Voilà, c'est pas un manga, c'est un documentaire, si vous voulez, très très complet. Je sais pas combien il y a de pages là-dedans, il y en a 200. Voilà, c'est rare pour un manga d'atteindre 200 pages. Et là, c'est le Mobile Book de Nana, qui est en couleur. Voilà, qui présente. Ah non, en partie en couleur. Qui présente plein de choses à propos de Nana et de compatibilité des personnages, les meilleures répliques. Version spéciale, Ayazawa répond à vos questions. Donc il y a une interview de Ayazawa là aussi. Bref, voilà, ça c'est 2 petits bouquins pour les fans de Nana. Je ne suis pas sûre qu'ils se trouvent, si je pense qu'ils se trouvent encore neufs, mais je pense que d'occasion ils doivent valoir cher parce que Nana est un manga, encore une fois, qui est ancien, qui n'est pas terminé, donc qui est très, 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 très précieux. Et ce qui est marrant, c'est que celui-là se lit à l'endroit et celui-là se lit à l'envers, comme un manga. Donc, voilà. Voilà, donc j'ai envie de reprendre Nana, bien sûr. Et puis, ma palle graphique, j'ai fait la photo. Là, je vous l'ai présentée il n'y a pas très longtemps. J'ai rajouté le tome 2 de Nana. Et du coup, j'essaierai de rajouter aussi les autres tomes que je continuerai. Mais ça va être une semaine de graphique avec quand même une lecture. Donc, c'est Zola, normalement, L'Argent, que je commence le 2 mai. Et voilà, après si je lis pas cette graphique, c'est pas très grave. Mais voilà, on a relancé l'idée avec Angie parce que ça avait été très suivi en janvier et que ça nous faisait très plaisir de faire ça. Et je sais que ça sera encore suivi et c'est bien parce que ça permet aux gens de vider un petit peu leur palle graphique. Sur une semaine de 7 jours, avec un jour férié 1er mai, c'est pas mal. Donc voilà, et bien écoutez, je vous laisse. Je vous reprends demain, a priori, pour peut-être faire un point, je pense, sur la saison des débutantes et peut-être sur mes hommes également. Nous sommes samedi matin, je viens conclure cette semaine de vlog et la semaine prochaine sera un petit vlog, je pense sur, je sais pas combien de temps parce que je suis en vacances, donc j'ai moins le temps de vlogger. J'ai commencé hier Un œil dans la nuit de Bernard Minet, j'ai lu 93 pages et je me régale, vraiment je me régale. C'est le premier de Servaz que je lis, c'est pas gênant pour moi. Je suis consciente qu'il y a 8 enquêtes avant, je crois. Le tout premier chapitre avec Servaz, on nous liste en fait, l'auteur nous liste tout ce qu'il y a eu dans les différentes enquêtes, mais un cadavre au fond des bois, un homme retrouvé mort, enfin voilà, une liste exhaustive et on se doute que c'est les enquêtes d'avant. Il y a quelqu'un qui s'appelle Léa, que je ne connais pas, mais je pense qu'il est très, très importante pour Servaz.
j'imagine, dans Glacé, dans tout ça, dans tous les autres. Mais ça ne me dérange pas en fait de commencer par cette enquête-là. Si besoin, je recommencerai par Glacé ensuite. Là, on est avec un réalisateur de cinéma qui s'appelle Morbus Delacroix et une étudiante qui va lui rendre visite. Donc déjà, on a ça, très intéressant. Et on a un cadavre qui est retrouvé et où Servaz mène l'enquête. C'est bien écrit, c'est bien addictif, j'aime beaucoup. Donc je le prends en vacances avec moi. J'ai lu aussi Mes Hommes, attendez, je vais vous le chercher. Mes Hommes de Victoria Kieland. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à quelque chose de plus sanglant en fait. C'est donc une femme qui a tué combien d'hommes? Plus d'une quarantaine de personnes, essentiellement des hommes. Et en fait, c'est très poétique, c'est très sensuel. On en parle avec Alexia, justement, on en parlait. C'est très désirant, désireux, désirable. C'est très délicat et pas sanglant, enfin, pas trop sanglant. À la fin, en fait, le dernier chapitre m'a plu. Je vous dis pas pourquoi, mais c'est intéressant, c'est vraiment très bien écrit, c'est très beau. Je vous le recommande pour la poésie de l'autrice, mais ne vous attendez pas à quelque chose de sanglant avec une énumération des morts qu'elle a pu faire, des meurtres, tout ça. Non, non, c'est vraiment pas ça. On découvre une femme qui est triste en fait, qui est malheureuse dans sa vie, qui ne réussit pas à être libre et qui s'enferme en fait dans des mariages, dans des choses comme ça. Mais il y a plein de choses qui sont pas dites et moi que je n'ai pas forcément compris. Donc voilà. C'est pas une déception, c'est intéressant, mais je m'attendais pas à ça. Donc voilà, c'est juste à la fin où je me suis dit ah, chouette. Mais voilà, je vous laisse le plaisir de découvrir ça. En tout cas, c'est chez Dalva et je suis très contente d'avoir découvert cette maison d'édition. J'ai le patriarcat des objets aussi que je vais lire prochainement. Mais Mes Hommes est une belle découverte quand même. Voilà. Hier, je suis allée au salon de l'autre ville. J'ai pas fait la rencontre que je voulais parce qu'il y a Estelle qui était sur Paris, mais on n'a pas eu le temps de se croiser, c'est pas très grave. Et donc le salon L'autre livre, c'est encore aujourd'hui et demain au Palais de la Femme. Je vous le recommande vraiment, c'est gratuit. C'est rue de Charonne. Et il y a plein d'auteurs, dont Aux Forges du Vulcain, auteurs, maison d'édition indépendante, Aux Forges du Vulcain, l'édition des femmes, l'édition du Chat Noir, les éditions Chèvrefeuille étoilée. Je sais pas si vous... Non, pas. Chèvrefeuille étoilée. Voilà, c'est la carte de l'éditrice. Les éditions Gorge Bleue aussi, qui ont des super belles couvertures. Les éditions du Jasmin, très très belle couverture aussi. Et les éditions d'Avalon, que j'aime bien aussi. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos les liens vers les sites en fait des maisons d'édition. Et les éditions du Chat Noir, avec la Gazette du Chat Noir. Le Chat Noir, ils ont publié Madeleine Ferrin de Zola, qui est un Zola inédit. Et vraiment, c'était très intéressant. Je ne suis pas restée très longtemps. J'ai retrouvé Olivia, Lily Rose, les roseaux pourpres, vous savez, la box en fait, que j'avais fait gagner pour Mars au féminin. Et donc on s'est croisés là-bas, on a résisté, on n'a rien acheté, on était super raisonnable. Mais vraiment, ce salon, c'est la deuxième fois que j'y vais et c'était très très intéressant. Beaucoup de monde, des passionnés de lecture, de littérature indépendant, du coup, maison d'édition indépendant. Par exemple, les éditions d'Avalon ne publient que des femmes. Donc très intéressant aussi. Il y avait vraiment des trucs très tentants, notamment un Cozy Mystery. Mais bon, voilà, c'est pour ça que j'ai pris des cartes aussi pour moi vous les partager et moi j'irai voir aussi leur site. Donc voilà, un salon vraiment que je vous recommande. Je vais publier la vidéo ce soir là. Si vous êtes sur Paris, il y a encore le salon demain. N'hésitez vraiment pas à y passer, c'est gratuit, c'est pas très grand, c'est pas blindé. Il y a pas mal d'auteurs en dédicace et vraiment n'hésitez pas parce que c'est une belle occasion de voir un autre festival du livre. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous retrouve dans un prochain vlog, probablement plus court. J'ai pas eu le temps de filmer une vidéo top essai féministe ou top thriller, donc vous n'aurez pas de vidéo dédiée pendant ces 2 semaines de vacances, mais je vais essayer de vlogger un petit peu quand même. Et puis je vous retrouve très vite. À bientôt.